S'il y a un droit de naissance entre le droit et la science politique, c'est la science politique. Que la Constitution soit écrite ou qu'elle soit orale, ce n'est pas simplement la Constitution perçue et formulée. C'est la Constitution vécue et appliquée. Et l'application est matérielle. Cette application matérielle a un aspect juridique, ce qui autorise les juristes, lorsqu'ils ne constatent pas l'application, de poser la problématique de l'inexécution. Et elle a un aspect évidemment sociologique et politique. Si vous avez un régime qui présente des choses qui apparaissent comme de l'ordre du parlementarisme, mais qui ne les applique pas, est-ce qu'on peut dire que c'est un régime parlementaire? Je dis non. On a parlé des formes de pensée juridique indirectement. Le doyen a décliné son identité, il a dit qu'il était positiviste, normativiste. Il s'est revendiqué de l'héritage de Kelsen. Oui, mais il y a Kelsen 1 et il y a Kelsen 2. C'est la théorie générale de l'État. Et dans la théorie générale de l'État, Kelsen revient sur ce qu'il disait dans la théorie pure du droit. S'il y a Kelsen 1, il y a aussi Kelsen 2, qui est un réaliste juridique, déjà beaucoup plus en prise avec la dynamique sociale du droit. Sur la catégorisation, s'il vous plaît. Moi, je ne dirais pas que je suis positiviste, ou que je suis constructiviste, ou que je suis normativiste. Si j'étais positiviste, je dirais que je suis équiste, dikila, dans les langues bantou signifie la norme posée. Si j'étais normativiste, je dirais que je suis mbédiste, mbéda, mbédé, décrive la norme. Si j'étais constructiviste, je dirais que je suis moulonguiste, moulongo, comme disait l'anthropologue Dika Ako. Si j'étais institutionnaliste, je dirais que je suis téliste, T en voilà or, itier en petit or, tel ambassade or. Nous avons donc intérêt, dans la théorisation des phénomènes juridiques, à ne pas nous contenter des catégories dans lesquelles le droit et la politique ne sont pas encore décolonisés. Entrons donc dans le débat. Une fois passé par le et tout ordre juridique est un cosmos. Un cosmos qui repose sur des normes, sur des valeurs, sur des institutions et des organes, sur des procédures et des processus, sur des transactions et des échanges. Le droit est donc en lui seul un univers. Deuxième chose, on ne peut pas, parlant de régime politique, ne pas en avoir une conception écologique. Qui dit régime politique dit société. Qui dit régime politique, même en droit constitutionnel, dit société. Les juristes constitutionnalistes sont des politistes. Ce sont des juristes politistes. Et c'est ça qui justifie que certains d'entre eux ont migré vers la science politique de type sociologique par choix. C'est simplement un choix décisionnel à un moment donné. Autre considération avant de rentrer rapidement dans les parties, c'est la question de la normativité et de la légalité politique. Ça, je l'ai déjà indiqué. La légalité n'est pas faciale. Il ne suffit pas de faire des textes et de les montrer. Il faut les appliquer. Quand on n'applique pas, vous ne pouvez pas dire que ce que vous avez écrit est pertinent. C'est l'application substantielle qui donne de la normativité juridique à un texte. Je finis donc en disant que le régime camerounais est tout sauf un régime parlementariste. Le régime camerounais est bien un régime présidentialiste. Je suis pourtant d'accord avec une grande partie de ce que le doyen dit, en se situant du point de vue de la logique interne. Voir le ministre Honnête dit des principia domestiques. Mais on ne peut pas considérer seulement le droit du point de vue de sa logique interne. Il faut également considérer le droit du point de vue de la logique externe qui le rattache à la société. Principia peregrina. À partir de là, on peut envisager les choses dans deux directions. Une première direction qui va montrer comment le politisme appréhende la normativité et la réflexivité institutionnelle du régime politique. Un régime renvoie toujours évidemment à un ordre normatif régio, renvoie à norme qui renvoie à écarissage, à mise en ordre. Un régime renvoie également à une réflexivité. Ça veut dire que dans un régime, il y a un ensemble de principes politiques. Voilà pourquoi les constitutions commencent par un préambule, où en quelque sorte on présente, comme le doyen a fait, son identité. Sauf qu'on peut présenter son identité en avoir une autre en réalité. On va aller très vite. On va évoquer un grand dans les montages nomologiques du pouvoir. La constitution camerounaise définit bien des normes. Un système de normes qui montre que c'est effectivement une norme des normes. Pour parler comme Carl Schmitt, une norme normale, c'est une loi fondamentale. Ça, c'est indiscutable. Il y a bien un système de normes qui est déployé. Il ne s'agit pas ici d'y rentrer. Vous avez le texte, vous pouvez voir. Deuxième chose, à partir du moment où on le voit, c'est qu'une constitution a des valeurs. Et la constitution camerounaise présente des valeurs. Premier élément que vous devez retenir, c'est qu'il y a un habillage élégant de l'idée que le Cameroun est un État parlementariste. Pas simplement dans le sens indiqué par le doyen. Ici, État parlementariste ou État parlementaire va voir à la notion de Norbert Elias sur la manière
Donc la parlementarisation, entendez la démocratisation représentative, a civilisé les mœurs politiques en Occident. L'État camerounais, dans ce système de normes, se présente comme tel. Deuxième idée, l'État camerounais a un profilage rassurant d'un régime pluraliste. Dans la Constitution, vous indique qu'effectivement l'exercice de la souveraineté se fait avec le concours des partis politiques. On ne dit pas le parti politique. C'est donc bien l'idée d'un régime de pluralisme constitutionnel. Troisième idée, c'est une société constitutionnaliste. Grand B, il y a également le cadrage organologique. Et cette constitution prévoit un certain nombre d'institutions. Et quand vous regardez l'équilibre institutionnel, incontestablement, une institution domine toutes les autres. C'est l'institution qui s'appelle le président de la République. L'idée ici, c'est qu'en dépit du premier niveau, qui est le niveau des normes et des valeurs, on a une souveraineté qui se veut post-hégémoniste. Et c'est ça qui conduit certaines analyses, par exemple le professeur Olinga, à parler de présidentialisme démocratique, avec l'idée de gérer quelque chose qui est de l'ordre de ce qu'on pourrait appeler avec Aristote la constitution mixte. Les constitutions ne sont pas nécessairement des choses pures. Autre idée, en réalité, quand vous voyez ce système d'institution, il est incontestable. Et c'est le plus grand apport des juristes politistes à l'analyse des régimes politiques que la catégorie dite présidentialiste a bien du sens. C'est une catégorie fondamentale pour comprendre comment l'organisation du droit politique se fait, non seulement au Cameroun, mais dans les sociétés africaines ou en Europe. Troisième idée, quand vous regardez les mécanismes qui organisent les rapports entre ces organes, vous voyez très clairement, le professeur Guy Dola a indiqué rapidement, qu'il y a un verrouillage du système présidentialiste. Et on va voir à la fin que c'est ça qui fait naître ce que Bakary appelle l'État président. C'est-à-dire le fait que l'exorbitance de la puissance étatique présidentielle bloque l'ensemble du système institutionnel et fait que l'État à lui seul se résume au président. Deuxième partie, c'est l'opérativité et la générativité de normes. Ça veut dire comment fonctionne concrètement une constitution. Voilà pourquoi je disais que la constitution, ce n'est pas la constitution perçue, qu'elle soit écrite ou qu'elle soit coutumière. C'est la constitution vécue, appliquée. Que la constitution soit coutumière ou qu'elle soit écrite, si on n'applique pas ça, vous ne pouvez pas dire que ce qui est écrit est pertinent. Ça n'a aucun sens. Je dis donc que dans cette ordre d'idée, on doit d'abord étudier le système camerounais. Et quand vous faites sa typologie, malgré la mise en œuvre depuis ce qu'on va appeler entre guillemets la révision de janvier 1996 de la décentralisation, on voit comment concrètement cette décentralisation se traduit. Jusqu'à présent, certaines des collectivités territoriales décentralisées ne sont pas mises en œuvre. Si vous vous contentez donc de dire, parce que c'est écrit, que le Cameroun est un État décentralisé, ceci, cela, ça me semble insuffisant comme élément d'appréciation. C'est bien et toujours un système centraliste et tout le monde le sait. On n'a pas besoin d'être juriste et politiste pour le savoir. Cela provoque quoi? Nous sortons de notre propos. Cela provoque le fait qu'en réalité, on a un régime qui ne relève pas simplement du jeu de ce que certains ont appelé la paraconstitution. Je cite le texte du professeur Sinou qui date de 2007, mais dès 1998, j'avais parlé des éléments paraconstitutionnels dans mon article sur les juristes savants. J'indique, pour finir, que l'État camerounais est un État amphiconstitutionnel. Ça veut dire ici que la Constitution n'y est qu'un prétexte pour masquer quelque chose qui en réalité est de l'ordre de la domination monarchique. Il s'agit en réalité d'une monarchie. C'est un système monarchique et étudié même à partir de des normes. C'est qu'on n'a pas le temps de le faire. Vous allez constater qu'il s'agit d'un système monarchique de pouvoir. Et je finis en disant que la manière dont le système camerounais fonctionne montre qu'il y a bien une loi de la gravité du présidentialisme. Le présidentialisme a beau se déguiser, il a beau se démocratiser, il est toujours le présidentialisme parce que le système fonctionne en rapport avec une configuration sociale, historique et politique particulière qui a été mise en place en 1959 et dont on n'est pas toujours sorti et qui nous situe dans le gouvernement perpétuel. Je vous remercie. Wow. Bravo. Bravo. Ça, c'est un masterclass digne d'un professeur. Un professeur. Il est très intelligent, personne ne peut remettre en doute, remettre en question, voilà, sa connaissance de la politique. Personne. Mais moi, voilà ce que moi j'appelle de l'amnésie politique. C'est de l'amnésie sélective politicienne. Parce que ce monsieur, nous sommes tous d'accord, il critiquait, nous l'avons tous écouté, il critique le système en place. Il critique, il dénonce, il nous parle de monarchie présidentielle. Les pouvoirs ne sont pas séparés au Cameroun. La décentralisation au Cameroun n'est pas effective. Aujourd'hui, le bon monsieur est gardement, il est très bien installé de l'autre côté de la barrière. Il veut nous faire croire que ce qu'il disait hier ne compte plus. C'est ce qu'il dit aujourd'hui qui compte. Alors nous sommes sur une politique à géométrie variable. Il est aujourd'hui le représentant du RDPC sur tous les plateaux télé. Est-ce que la décentralisation est effective, monsieur professeur Mathias Eric Owonangini? Non, pas toujours.
Nous ne connaissons rien en ce qui concerne la politique. Mais aujourd'hui, tous les Camerounais essayent de s'intéresser à la chose politique. Il faut qu'on soit cohérent. C'est simplement de l'amnésie sélective politicienne. À l'école est bien. Quand il finit de nous dire alors tout ça, alors aujourd'hui, alors qu'il est dans le RDPC, on fait comment? Quand il est conscient de tout ça, aujourd'hui lui-même, quand il voit le système gouvernant aujourd'hui, il nous encourage ou il nous décourage? La politique au 237, c'est triste.